Hello à tous. Bon, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Désolée pour le retard. Petit incident de cuisine ce matin. J'ai voulu jouer avec la confiture et c'est chaud. Donc je me suis brûlée au 3e degré. Voilà la raison du retard de ce midi. Parce que du coup, il a fallu qu'une amie me maquille parce que je n'étais pas capable de bouger mon doigt. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va parler des riches et des pauvres. Ah, déjà, ça vous plaît pas ce titre. Un monde de différence, mais surtout, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la grande télé des pauvres et la bibliothèque des riches. C'est une phrase de Jim Rohn qui dit que les pauvres ont de grandes télés et que les riches ont de grandes bibliothèques. Pourquoi j'aime bien cette phrase? Parce qu'elle traduit, on voit mon mari derrière. J'essaie justement de le sortir de l'écran, mais voilà, on va se mettre de travers. Quand je dis riche et pauvre, c'est pas par rapport à la somme d'argent. Pour moi, être riche, c'est avoir de l'argent, certes, mais surtout avoir du temps et pour pouvoir faire ce qui nous procure de l'enthousiasme et de la joie. Être pauvre, à contrario, c'est pas forcément manquer d'argent, parce que pour moi, les chirurgiens, comme les avocats, sont des gens parfois qui sont pauvres dans la mesure où ils n'ont que leur travail et ils vont échanger leur temps contre leur argent. Et typiquement, pour moi, quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui va échanger son temps, contre de l'argent, et puis qui va aller chercher finalement des facilités à beaucoup de niveaux, et puis qui va parfois essayer de grappiller quelques minutes de ce temps précieux. Pour moi, la mentalité la différence entre quelqu'un qui est riche fondamentalement et quelqu'un qui est pauvre, elle se situe là. Alors, ces deux mentalités opposées qui vont permettre de déterminer votre capacité à élever, on va dire, votre conscience, ou à vous élever en conscience en fonction ou à rester plus dans le matérialisme. Alors là, pareil, je veux juste mettre un disclaimer, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est juste un constat que j'ai dressé sur des manières d'agir et surtout sur des manières de réagir. Alors, je suis partie. Ce qui m'a inspiré ce live, c'est une stat que j'ai lue ce matin sur, je crois que ça s'appelle Mediatine, peu importe, de toute façon vous aurez la référence si vous me la demandez, je vous la donnerai, qui concerne le temps que les Français passent devant la télé. En 2022, ils ont passé 3h41 devant la télé par jour, ce qui est énorme, et je me suis amusée à faire le calcul sur 50 ans, ça représente plus de 9 ans de vie. Donc c'est juste un temps, enfin à mes yeux, qui est complètement colossal. Alors j'ai pas de télé, donc c'est facile de dire que c'est un temps qui est colossal. Et tout ça, souvent, c'est du temps qui a été mal employé parce que c'est du temps. Quand on vient me dire j'ai pas le temps, ok, premier constat que je demande à mes clients de faire, c'est combien de temps vous passez devant la télé. Parce que lire j'ai pas le temps, si tu passes 3 heures par jour devant la télé, je pense 3h41 même, je pense que les 40 minutes sont largement suffisantes pour faire un peu le tour de ce qu'on peut trouver. Et il reste donc 3 heures de dispo pour pouvoir lire. Alors, vous allez me demander quel est le rapport entre la lecture, la pauvreté et la richesse. C'est le mindset qui va en découler. Parce que quand on est devant une télé, le cerveau est complètement passif. Ça veut dire que vous allez absorber de l'info, elle va rentrer, elle va ressortir. Quand vous êtes en lecture, c'est un processus qui est actif. Donc, vous allez retenir ce que vous allez lire. Dans un cas, donc votre processeur, il va se retrouver au repos. Et dans l'autre cas, il va fonctionner à plein rendement. Ce qui va forcément entraîner une absorption différente. Quand vous lisez, vous allez ingurgiter un livre. C'est quoi? C'est un condensé d'expérience. Alors, on parle pas des polars, on parle pas d'Arlequin, on parle pas de ce genre de livre. On parle vraiment de livres, soit de développement personnel, soit de finance, soit en fonction de vos centres d'intérêt. Vous allez absorber l'expérience de quelqu'un d'autre. Et à force d'absorber des expériences, vous allez commencer à vous forger vos propres connexions sur comment vous pourriez sortir de l'état de pauvreté. Et ça va pouvoir opérer des changements de paradigme dans vos têtes, mais également dans vos manières d'agir et dans vos manières de réagir. Ça va contribuer à ce qu'on appelle communément, on va dire, la sagesse. Donc, la première richesse, ça consiste vraiment, à mon sens, à savoir investir notre temps, le temps dont on dispose,
pour le mettre au service de nos rêves et non pour les vivre par procuration derrière un petit écran en se disant que ça va être inaccessible. Encore une fois, je dis le temps passé à se vider la tête devant la télé ou le temps échangé contre de l'argent, pour moi, c'est du temps mal investi parce qu'il ne joue jamais en notre faveur. Le deuxième point de divergence entre les deux états d'esprit, pauvres et riches, qu'on va trouver au final, et puis alors celui-là, il est sacrément ancré, puis il a été réancré en 2007, suite à la campagne de Sarkozy, c'est le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Si on reprend un constat tout bête, je m'étais amusée pendant la crise sanitaire à faire le constat de ce que gagnait une infirmière, du temps qu'elle passait au travail, de ce que gagne un policier, du temps de ce qu'il gagne. Vous vous apercevez que les professions qui travaillent dur sont pas forcément celles qui sont le mieux rémunérées. Donc il faut décorréler travailler plus et gagner plus. C'est dans nos têtes, travailler dur revient à gagner beaucoup d'argent, alors que dans les faits, concrètement, les gens qui gagnent le plus d'argent, ce sont les gens qui jouent. Alors quand j'appelle jouer, c'est s'amuser dans ce qu'on fait, mais c'est aussi souvent les gens qui ont investi et qui bénéficient des fruits de leurs investissements. Pour conclure là-dessus, j'ai envie de dire que l'argent, il n'a jamais enrichi personne. Et surtout pas quand on l'échange contre notre temps, contre nos heures. Vous vous rendez bien compte que quand vous échangez du temps contre de l'argent, vous échangez en réalité une valeur qui est reproductible à l'infini, l'argent est abondant dans l'univers, contre une valeur qui est très limitée, qui est votre valeur temps. Et ça fait partie des choses que, entre autres, les riches ont compris. Et quand on leur parle de richesse, on vous dira que le travail, il doit procurer du plaisir, pas de l'argent, et qui doit pas être une nécessité. En revanche, ce que font quand on étudie un peu les systèmes de fonctionnement des personnes riches, elles vont aller cumuler les sources de revenus. Elles vont faire en sorte d'avoir mis en place des flux d'argent passif. C'est-à-dire que elles vont investir. Je vais vous dire ce qui me parle le plus à moi. Moi, j'investis dans l'immobilier parce que comme ça, j'ai un loyer qui tombe. Une partie du loyer est réinvestie dans autre chose. Et une partie des loyers sert à financer les prêts. Donc, ce qui fait qu'après, il nous reste au moins un capital une fois que les appartements sont payés, majoritairement par les locataires. Voilà. Donc, après, il faut savoir où vous vous positionnez. Est-ce que vous voulez que l'argent il soit votre maître? Il va être votre maître à partir du moment où c'est la raison pour laquelle vous travaillez. Si vous vous levez le matin, non pas pour vous faire plaisir d'aller au boulot, mais en vous disant que vous travaillez pour aller gagner votre vie, déjà en quoi on gagne sa vie, ça m'a toujours fait bondir au milieu de tout un tas d'autres expressions. Il faudra un jour que je vous fasse un live sur toutes les expressions qui me font hurler. On gagne pas sa vie, je veux dire, d'avoir du travail, d'avoir à manger, d'avoir de l'abondance dans nos vies, d'avoir de la prospérité dans nos vies, c'est un droit de naissance. C'est pas quelque chose qui doit se gagner en travaillant à la sueur de notre front parce que nos grands-parents ont toujours fait comme ça. Il y a des tas d'autres choses passionnantes à faire dans la vie pour s'épanouir. Donc dans la première option, l'argent va être un maître à partir du moment où vous lui donnez votre temps, vous lui donnez une partie de votre vie pour essayer de le gagner. Dans le second, si la motivation du travail, elle prend racine dans la joie, dans le plaisir, vous faites au final de l'argent votre serviteur. Et là, c'est plus vous qui travaillez pour lui, c'est lui qui travaille pour vous. Et tout de suite, on est sur des rendements beaucoup plus intéressants. Je vais vous donner un autre exemple. Alors là, c'est un peu plus risqué quand on investit en bourse ou quand on joue sur le Forex. Mais gagner 900 € en l'espace d'un mois sont des choses qui sont tout à fait faisables à partir du moment où on a un bon trader, évidemment. Ou alors il faut se former, mais ça c'est encore autre chose. Là, il faut qu'il y ait de la passion derrière, chose que je n'ai absolument pas. Donc à partir du moment où vous avez trouvé le marché ou l'astuce qui vous convient, investissez cet argent pour qu'il travaille pour vous et non pas pour que vous travaillez pour lui. Comment on va passer d'un mindset de pauvre à un mindset de riche?
Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la lecture qui va vous permettre d'accumuler un certain nombre d'informations, d'expériences que vous allez pouvoir faire vôtre et puis que vous allez pouvoir recycler après en y mettant votre sauce. Moi, il y a un adage que j'aime bien parce qu'il va transcrire énormément de votre volonté à avancer. Et cet adage, c'est on fait une chose comme on fait à peu près tout. Et ça veut dire que la manière dont vous allez investir votre temps, ça va correspondre également à la manière dont vous allez investir votre argent, dont vous allez gérer cet argent ou dont vous allez le dilapider. Et juste en analysant la manière dont vous consacrez ou ce que vous faites, salut Nathalie, ça me fait plaisir de te voir, la manière dont vous allez investir votre temps, ça va montrer de quelle façon vous nourrissez votre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau, plus vous allez le nourrir avec des choses favorables qui vont dans le sens de vos rêves, plus vous avez une chance vous-même d'aller vers vos rêves. Alors qu'à partir du moment où vous le nourrissez avec les rêves des autres, sans alimenter les autres, ou sans alimenter les vôtres, pardon, ou à contrario, du coup j'ai perdu le fil de mon idée, ou à contrario, si vous pensez vos rêves inaccessibles, vous allez forcément, par la force des choses, puisqu'on attire nos pensées, les rendre inaccessibles. À partir du moment où vous investissez en vous, vous faites un petit pas vers vos rêves. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais alors moi, je rêve d'avoir ça, je rêve d'avoir ça. Ça, c'est complètement inaccessible parce que c'est cher. » Ok. Déjà, qu'est-ce que vous appelez cher? Après, je me suis aperçue que ces gens-là, généralement, ils ne connaissaient pas l'état de leur budget d'un point de vue purement quotidien. C'est-à-dire, au quotidien, vous dépensez combien, ou mensuellement, ou hebdomadairement, vous dépensez combien pour les courses, vous dépensez combien, qu'est-ce que ce truc dont vous rêvez vous coûterait lisser sur 5, 10, 20 ans, éventuellement. Et tu t'aperçois qu'au final, la somme, elle réduit comme peau de chagrin, et que cette somme-là, elle est épargnable. Ça peut donner lieu à une épargne après qu'il faut placer correctement pour la faire fructifier. Mais rien n'est accessible à personne. Je veux dire, il y a des gens qui... moi, j'ai toujours en tête l'histoire de ce balayeur dans un immeuble de building de New York, dans un building de New York, je vais y arriver, qui a économisé chaque année et qui a terminé à la fin de sa vie millionnaire. Ses enfants ont hérité des millions parce qu'il a joué sur ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et ça, c'est quelque chose, souvent, enfin les intérêts cumulés, quelque chose auquel on ne pense pas en France, et pourtant quelque chose que les banquiers utilisent, quelque chose que les hommes riches en France utilisent, c'est le fait de cumuler des petites sommes bien placées. Ces petites sommes, elles finissent par faire de grosses rivières. J'avais donné dans un autre live justement cette histoire de, je crois qu'il s'appelle Ronald, mais je me souviens plus de son nom de famille. Allez rechercher sur le blog, vous retrouverez l'histoire. C'est une histoire que je trouve vraiment fascinante parce que ce monsieur, il montre que finalement, on peut être balayeur dans un immeuble et finir millionnaire si on investit consciencieusement. Il investissait chaque mois un morceau de sa paye. Et ça a fini par le faire des petits, beaucoup de petits d'ailleurs, et par laisser un très bel héritage à ses enfants. Voilà. La deuxième chose qui me percute, moi, quand je parle avec des gens pauvres de mentalité, c'est cette croyance en un manque. Et si je me lance, c'est pas que je me lance, c'est si aujourd'hui je consacrais tout un temps à l'argent là sur les prochains mois, c'est parce que je me suis aperçue que dans ma clientèle, et pourtant j'ai une clientèle qui est assez fortunée, j'ai dit fortunée, je n'ai pas dit riche sciemment, qui est assez fortunée, des gens qui sont prêts à dépenser des sommes importantes, mais alors par contre, avant de l'investir, qui vont tergiverser pendant 3, 4, 5 mois parfois, parce que quand ils vont acheter une télé, ils ont quelque chose en contrepartie, quelque chose qui est concret, qui est matériel, qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent palper, qu'ils peuvent accrocher et qu'ils ont sous les yeux. Et du coup, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Quand ils investissent en eux, étant donné que parfois le retour sur investissement, il est en fonction de l'implication que vous y mettez, il peut aller jusqu'à 6 mois, même si en général avec le suivi, on a des résultats au bout de 3 mois, les gens hésitent. Et les gens hésitent parce que
Investir sur eux, c'est quelque chose dont ils n'ont pas eu l'habitude et surtout, ça leur paraît pas quelque chose de tangible. Et du coup, ils ont du mal à passer le cap parce qu'ils se disent, ah bah oui, mais peut-être que si je mets cette somme ailleurs, sur un compte, peut-être que finalement, ça va aller mieux. Oui, enfin non, parce que si tu as un problème à régler dans ta vie, c'est pas parce que tu as de l'argent sur ton compte que ça va aller mieux. Mais ils n'osent pas s'en dépouiller parce qu'ils se disent, si des fois il m'arrivait, whatever, on s'en fout, je serais content d'avoir cet argent. Oui, sauf que toutes les années que tu passes à être mal dans ta peau, c'est pas l'argent que tu as sur ton compte, puisque tu l'avais déjà avant de me contacter, qui a fait que tu allais mieux. Donc il y a cette espèce de dichotomie dans la tête qui fait que les gens vont rester bloqués dans leur paradigme en se disant « Oh là là, j'ai peur de manquer ». Plutôt que de se dire si j'étais capable de générer 20 000 euros, je serais capable de les régénérer une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, voire même plus. Et ça, ce sont vraiment des approches de paradigme dans lesquelles il faut basculer. Il n'y a pas de manque. J'entends parfois « Oh là là, j'ai vu une super villa, manque de bol, il ne manquait pas beaucoup. Elle est passée à côté. » Et je me dis, mais comment on peut croire déjà, on a un univers et on a un monde cruel au point de nous montrer un truc super alléchant et de ne pas nous le donner ou de ne pas nous permettre d'aller le chercher, alors que tout est là en abondance. Je dis, si c'est pas cette maison-là, ce sera une autre. Il y a quelques années en arrière, on a voulu acheter une maison et puis il s'est trouvé que le gouvernement mauricien nous a refusé l'achat. Bon, on était un peu déçus, mais on s'est dit c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis quelques années après, il y a récemment, là, on a revisité cette maison et quand on est ressorti avec mon mari, on s'est regardé en se disant heureusement qu'on ne l'a pas achetée parce que 10 ans après, elle nous plaît plus du tout, mais alors absolument plus. Et entre-temps, on a trouvé beaucoup mieux. À notre goût, on est bien d'accord. Donc, il y a toujours quelque chose, moi, quand quelque chose va au contraire de ce que j'avais imaginé, comme ce matin, par exemple, je me dis, ok, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'apporte? Je vais pas aller me bloquer, me focaliser, me dire, ouais, c'est injuste, ça aurait pu attendre. Non, c'est qu'il y a autre chose derrière, autre chose de plus beau, autre chose ou qu'il y a une leçon à tirer. Donc voilà, c'est tout ce genre de paradigme qu'on peut avoir aussi avec l'argent qui vont faire la richesse. Le troisième fait ou quatrième, je sais plus où j'en suis, parce qu'évidemment je ne vais pas noter les points, sinon ce serait pas drôle. Donc pour en revenir, pour en finir avec cet argent qu'on va garder donc sur nos comptes, de peur de manquer. Moi, il y a une question que je pose souvent, c'est ok, aujourd'hui vous avez 20 euros. Vous achetez quoi avec vos 20 euros? Et demain, est-ce que vous allez acheter la même chose avec ces 20 euros? Alors, ça fait d'autant plus sens aujourd'hui avec l'inflation. Ça veut dire que l'argent que vous aviez, la somme d'argent que vous avez hier, elle n'est plus la même que celle que vous avez aujourd'hui. Entre les deux, il s'est passé des choses pas forcément favorables à l'économie qui fait que vos 20 euros d'hier ne sont plus vos 20 euros d'aujourd'hui. Alors qu'à partir du moment où vous les investissez en vous, je parle d'investissement, c'est pas une dépense d'investir en soi. C'est se dire, se projeter, se dire, ok, j'ai des difficultés, il faut les surmonter parce que derrière ces difficultés, j'ai des choses à apprendre. Et si j'apprends et que j'avance vers moi, je vais pouvoir basculer dans un autre paradigme qui va certainement me permettre de transformer mes 20 euros en 100. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir 20 euros qui dorment sur le compte en banque et dont la valeur va se déprécier au jour le jour et encore une fois, encore plus actuellement, vu la conjoncture. Donc, adopter la richesse, ça va demander de changer de paradigme et puis aussi de changer vos habitudes par rapport à l'argent. Et c'est bien souvent là que le bât blesse. Donc, ça va vous demander de passer au-dessus de vos peurs du manque, comme on vient d'en parler, pour embrasser ce qu'on appelle l'abondance et la prospérité. Alors, je vais juste vous rappeler de définition. C'est que l'abondance, c'est quelque chose d'externe. C'est quelque chose d'externe à nous qu'on va aller chercher dans le monde. Et ça va surtout correspondre à notre manière d'appréhender le monde. Je dirais, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se disent « il fait moche ». Il y en a d'autres qui se lèvent le matin et puis qui se disent il y a plein de nuages, c'est chouette, ça va arroser le sol, ça va permettre à l'herbe de se régénérer, ça va donner des aliments à la nature,
ça va permettre à la nature de nous offrir encore plus de feuilles, de fruits, de ce que vous voulez, de fleurs, d'être encore plus luxuriante. Voilà. Et ça encore, on a encore une différence d'approche là. L'abondance, elle est partout autour de nous. La prospérité, à contrario, ça va être lié au sentiment de croissance. Alors, croissance financière, mais souvent aussi croissance interne. Et c'est un sentiment qui est intériorisé. Et c'est surtout, il faut le rappeler, la finalité de toute notre vie. On travaille, on n'est pas né pour s'enquiquiner à travailler. On est né pour pouvoir faire plaisir et puis pouvoir contribuer et participer à ce qu'on appelle aujourd'hui un éveil des consciences. Et c'est beaucoup plus intéressant que de courir après l'argent pour pouvoir courir après les factures que l'on doit payer, qui vont nous permettre à leur tour de courir après l'essence que l'on va pouvoir mettre dans la voiture pour pouvoir aller travailler. Puis vous voyez, c'est une espèce de cercle qui tourne en bout. Enfin, c'est un chien qui se mord la queue, typiquement. Et puis qui ne rend pas forcément heureux. Donc l'étape prospère, c'est celui qui va permettre de contribuer à l'épanouissement. Et quand vous arrivez à cet état de prospérité et d'abondance, vous arrivez en général à décorréler le facteur temps et argent. Parce que les deux n'ont strictement rien à voir. Je veux dire, je connais les gens les plus riches que je connaisse, ils travaillent 3 à 4 heures par jour. Et après, ils se font plaisir. Beaucoup, d'ailleurs, c'est marrant, c'est que beaucoup ont des enfants qui sont en école à la maison. Et ça permet, derrière, de leur consacrer du temps, de prendre plaisir à voir grandir nos enfants, à les éduquer, à les instruire, puis à voyager. Donc voilà, donc je vous invite sincèrement à faire un premier état des lieux. Déjà, à vous demander quand vous vous distrayez ou quand vous vous relaxez, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que la manière dont vous le faites est vraiment la plus appropriée? Est-ce que passer du temps devant la télé vous repose vraiment? Ou est-ce qu'à contrario, une bonne méditation ou une micro-sieste vous aiderait davantage? D'ailleurs, moi j'ai d'excellents livres puisque Nathalie est là et j'ai les excellents livres de Nathalie à vous recommander si vous savez pas quoi faire et vous n'avez pas envie de lire des pavés. Eh ben Nathalie, elle écrit très bien avec des choses qui font réfléchir. Donc profitez-en. Pour ceux qui verront après, je parle de Nathalie Labelle. Je mettrai son lien dans les commentaires de la vidéo YouTube. Donc, est-ce que la télévision vous détend vraiment? Est-ce que ça contribue au contraire à entretenir ce que j'appelle vos shoots émotionnels, c'est-à-dire notamment votre peur du manque, et puis là ces derniers temps la peur tout court, ou au contraire est-ce que ça va aller entretenir les rêves que vous avez laissés tomber et que vous considérez comme inaccessibles, alors vous les vivez par procuration. Parce que si c'est ça, vous n'êtes pas sur la bonne route. Dans les deux cas, vous êtes sur la route qui vous mène complètement, mais avec plaisir Nathalie, qui mène complètement dans le mur parce que il y a absolument aucune source d'évolution là-dedans. À partir du moment où vous enterrez vos rêves, de toute façon, vous enterrez votre vie tout simplement, puisque les rêves, c'est ce qui va nous porter à avancer. Et leur concrétisation et agir pour les concrétiser, c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà, j'espère que ce premier cycle sur l'argent spirituel, ce premier live sur l'argent spirituel vous aura plu. Je vous rappelle que je vous offre moi une masterclass du 20 février au 24 février. Je vous mets le lien pour que vous puissiez vous inscrire, qui parlera, donc on parlera de l'argent matériel souffrance à l'argent spirituel léger épanouissant. Autant dans mes lives, je peux vous faire de la théorie et puis peu de pratique, autant la masterclass ne sera consacrée qu'à de la pratique. Parce que pour moi, il est important que vous compreniez, surtout en cette période où j'entends beaucoup « Ah, c'est difficile. Oui, et puis si je me déleste de temps, il se peut très bien qu'après je ne puisse pas manger. » Si, on mange mieux quand on a l'esprit bien nourri que quand on a l'esprit mal nourri. Et quand on a peur. Donc, si ça vous a plu, comme toujours, vous cliquez, vous partagez, vous diffusez, vous mettez vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Je fais pas souvent des choses gratuites. Merci Nathalie. Je ne fais pas souvent des choses gratuites parce que, comme je vous ai dit, moi j'aime bien mon temps. C'est la valeur la plus chère que j'ai et entre le temps et l'argent, je préfère le temps. Pourquoi je fais un live cette fois-ci? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de groupe.
pour des raisons de choix personnels, et que j'ai envie de renouer avec ça, et surtout que mon projet, mon rêve, c'est d'aller vers la conférence de plus en plus d'ici peu, et donc de renouer petit à petit avec des séminaires un petit peu plus gros, un peu plus importants, en présentiel, et de retrouver simplement ce contact, et surtout de recommencer, de pouvoir remettre, comme je le faisais beaucoup dans mes accompagnements en présentiel avant tout ce bazar, de pouvoir remettre l'hypnose à l'ordre du jour, parce que il y a eu beaucoup de changements dans ma vie pendant ces 2 ans, beaucoup de changements au niveau intuitif, et j'ai passé un niveau à ce niveau-là, qui me permet aujourd'hui d'aller chercher directement la connexion à votre cerveau, et du coup d'avoir des résultats multipliés par 3000. Pour l'instant, mes enfants et ma famille me servent de cobaye. Mais je me sens, enfin ça fait 2 ans qu'ils me servent de cobaye, mais je vais peut-être arrêter de les torturer. Et puis je vais lancer quelque chose qui me parle beaucoup plus, à base beaucoup de PNL, de tous ces outils qui vont aller trifouiller, on va dire, dialoguer avec le subconscient, ce qui était vraiment mon dada et ce qui est vraiment ma grande force. Et donc j'ai très envie de renouer avec tout ça, et je me suis dit que vous faire un cadeau pour me fêter moi, c'était certainement la meilleure chose que je puisse faire. Voilà les raisons de cette masterclass. Alors sachant que pour ceux qui regarderont le replay après le mois de février, la masterclass restera en ligne sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Merci Nathalie d'avoir tout suivi, ça me touche beaucoup que tu m'aies consacré ce temps.